Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation tirée de vos sources, un TP de chimie, sur l'acide citrique. Oui. Plusieurs groupes font la même manip, un titrage, mais ils trouvent des résultats assez variés. 8,0 ml, 9,8, 10,1, 9,0, 11,1, 10,3. Mhm. Et il y a même un résultat qui saute aux yeux, 38,3 millilitres. Ah oui, celui-là. Alors la question c'est comment on explique tous ces écarts et comment on évalue la qualité des mesures finalement. C'est la question clé en effet. Pourquoi ces différences si la manip est la même? Et qu'est-ce qu'une bonne mesure? Ça nous amène direct à l'incertitude en science. Commençons par le plus bizarre, ce 38,3 millilitres. Ça semble impossible, non? Ben, très improbable, oui. Très très improbable. Pourquoi? La cause la plus simple et la plus fréquente, c'est une erreur humaine. Une faute de lecture sur la burette ou une erreur en recopiant le chiffre. D'accord. Une burette classique, ça va jusqu'à 25 millilitres, hein. Donc 38 millilitres. C'est juste pas possible avec le matériel. Voilà, on peut raisonnablement penser que c'est une donnée aberrante. Il faut la mettre de côté pour analyser sérieusement les autres. Ok, donc on oublie le 38 millilitres, mais pour les autres, entre 8 et un peu plus de 11 millilitres, qu'est-ce qui cause cette dispersion? Alors là, on touche aux erreurs qu'on appelle aléatoires. Ces petites variations qu'on ne peut jamais complètement éviter. Par exemple? Par exemple, la perception du changement de couleur. Pour un titrage, c'est crucial, mais c'est subjectif. D'une personne à l'autre, ça peut varier un peu. Ah oui, le moment où on arrête. Exactement. Puis il y a la lecture du volume sur la burette, le ménisque, cette surface courbe du liquide. Oui, pas toujours facile à lire pile au bon endroit. C'est ça, il y a une petite marge d'appréciation. Ajoutez à ça d'infimes variations dans la préparation des solutions, la pesée, le volume d'eau et bien sûr l'habileté différente de chaque élève. Hmm. Les sources disent que la valeur attendue, la théorie, c'était 10 millilitres. Personne n'a trouvé 10,0 pile. C'est normal, ça. Ah bah oui, tout à fait normal en pratique. Obtenir la valeur théorique exacte du premier coup, ce serait une sacrée coïncidence. D'accord. Justement à cause de l'accumulation de toutes ces petites sources d'incertitude. Une mesure unique, c'est rare qu'elle tombe parfaitement juste. Et c'est là que les stats nous aident, j'imagine. Tout à fait. Si on prend les 6 autres valeurs, 8,0, 9,8, 10,1, 9,0, 11,1, 10,3 et qu'on calcule la moyenne, Oui, on trouve 9,7 millilitres. C'est quand même assez proche des 10 millilitres attendus. Ça montre que la méthode, globalement, elle tient la route. exactement. La moyenne, c'est notre meilleure estimation de la vraie valeur qu'on cherche. Et l'écart type pour ces mesures, il est de 1,1 ml. Ça mesure la dispersion autour de cette moyenne. Précisément. Et avec cette moyenne et cet écart type, et en tenant compte du nombre de mesures ici, 6, on peut calculer ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance, Oui, pour ces 6 mesures, si on veut une confiance de 95%, l'intervalle va de 8,8 ml à 10,6 ml. concrètement, ça veut dire quoi? 8,8 à 10,6 ml? Ça signifie qu'on est confiant à 95% que la vraie valeur du volume, celle qu'on aurait obtenue avec une expérience parfaite, se situe quelque part entre 8,8 et 10,6 ml. Ah, d'accord. Et ça montre bien que même les mesures les plus proches, comme 9,8 et 10,1 ml, qui sont bien dans cet intervalle, Oui, on ne peut pas affirmer qu'elles sont exactement la vraie valeur. Les stats nous donnent une idée de la marge d'erreur, de l'incertitude inévitable. c'est clair. Et il n'y a pas que les erreurs de manipulation. Le matériel lui-même a ses limites, non? Hmm. Les sources donnent des exemples. Une pipette de 10 millilitres marquée plus ou moins 0,04 millilitres. Absolument. Ça, c'est la tolérance de l'instrument. C'est le fabricant qui le dit. Parfois, c'est noté plus ou moins U de X ou plus ou moins delta de X. Donc la pipette, elle ne délivre pas exactement 10 millilitres. Non. Elle délivre un volume qui est compris entre 9,96 millilitres et 10,04 millilitres. C'est une incertitude liée à l'objet lui-même. On ne peut rien y faire. Pareil pour la balance, avec son plus ou moins 0,1 g. Et à ça s'ajoute l'incertitude de lecture. Bien lire le bas du ménisque, se mettre bien en face pour pas faire d'erreur de parallaxe. L'erreur de parallaxe, exactement. Si on regarde la graduation de travers, on ne lit pas la bonne valeur. C'est une autre source d'erreur possible. D'accord. Donc au final, l'incertitude d'une mesure, c'est un mélange. La tolérance de l'appareil, les possibles erreurs de lecture, les conditions de l'expérience, genre la température, et puis l'habileté de la personne. Tout ça s'ajoute. Donc, mesurer quelque chose en science, ce n'est pas juste trouver un chiffre? Non.
C'est trouver un chiffre et estimer la zone autour de ce chiffre où la vraie valeur se trouve probablement. C'est tout à fait ça. Comprendre et quantifier cette incertitude, c'est fondamental pour interpréter correctement un résultat. Ça permet d'évaluer la fiabilité de ce qu'on a trouvé. Exactement. Aucune mesure physique n'est parfaite. Et ça ouvre une question plus large d'ailleurs. Ah oui. Si chaque petite mesure, même faite avec le plus grand soin et le meilleur matériel, a sa propre incertitude, comment ces incertitudes s'additionnent? Comment elles se combinent? Mhm. Quel est leur impact final quand on fait des expériences complexes, des calculs en chaîne, ou même dans l'industrie où des processus entiers reposent sur plein de mesures successives? Comment tout ça affecte la fiabilité des conclusions finales?